law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Spéculation, le podcast d'Emmanuel Burdeau, nouvel endroit, nouvel épisode. C'est Costis Philippou qui vous parle, qui travaille au cinéma Eldorado à Dijon, où nous avons pu présenter le dernier film de Scorsese, Killers of the Flower Moon, et où nous avons pu discuter avec Emmanuel Burdeau, qui est ici même. Veux-tu bien saluer ton public, nous dire des mots? Bonjour à tous, bonjour. Alors effectivement, le podcast Spéculation by SoFilm reprend, après une interruption un peu longue dont je m'excuse. Il reprend de manière un peu différente, parce que comme maintenant je n'habite plus à Paris, mais à Dijon, on le fait merci beaucoup à Radio Campus de nous accueillir. Et donc les enregistrements auront lieu tantôt avec toi, Costis, tantôt avec Mathias Schucker de l'Eldorado. Voilà, puisque une des raisons pour lesquelles je suis à Dijon, c'est de pouvoir travailler avec l'Eldorado. Donc on a décidé de poursuivre évidemment ce podcast, mais dans ces conditions-là. Voilà. Film donc de Scorsese qui est sorti le 18 octobre. Film long, film riche. Qu'est-ce qui te donne envie de parler de ces films-là? Alors, je pense que c'est un film alors le film est en salle déjà, c'est un film qui fait beaucoup parler de lui, comme souvent les films de Scorsese. Moi, je dirais que la première chose, c'est que je pense que les gens de ma génération, nés, on va dire, au milieu des années 70 à peu près, ont un rapport très fort avec Scorsese. C'est vraiment un cinéaste qui a accompagné pour beaucoup de gens de mon âge, disons, dont la découverte des films a accompagné la découverte du cinéma, disons, ou un certain intérêt pour le cinéma. Donc, moi, Scorsese, c'est vraiment un cinéaste, je dirais, peut-être en préambule, ce que je peux dire, qui est déjà un peu vendre la mèche, mais peu importe, c'est sans doute le cinéaste contemporain, le plus influent, je dirais, au monde. Peut-être avec Tarantino, mais Tarantino, c'est déjà d'une autre génération. Taxi Driver, de 76, je crois, 74, 76, Palme d'Or. C'est sans doute le film qui a donné le lieu au plus de pastiches, de reprises. Enfin, c'est un film qui n'a cessé d'être, dont l'influence continue aujourd'hui. Donc voilà, donc Scorsese, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Et c'est quelqu'un qui, à la différence, c'est quand même une chose aussi très, très importante à dire, il me semble, à la différence des autres, de ceux qu'on appelait un peu facilement les movie brats, c'est-à-dire les cinéastes italo-américains barbus des années 70, continue à être sa carrière continue à être en pleine puissance, vraiment. Il a peut-être eu un creux à un moment, mais là, vraiment, il continue. Il a beaucoup de projets, il fait des films toujours plus ambitieux, toujours plus longs, toujours plus chers, avec des sujets toujours plus considérables, voilà. Coppola a eu une carrière avec beaucoup d'éclipses. De Palma, je suis même pas sûr que De Palma refera des films. Scorsese, il est bel et bien là. Bon. Et en même temps, et comme ça nous permet d'entrer dans la discussion, Killers of the Flower Moon est un film dans lequel Scorsese essaye de faire des choses qu'il n'a jamais fait jusqu'ici. Je dirais au moins, disons 2 choses au moins. D'abord, il essaye il s'intéresse. Alors, c'est vrai qu'il l'avait déjà un peu fait dans Gang of New York il y a pile 20 ans. Mais là, il le fait beaucoup plus. Il s'intéresse à l'histoire des États-Unis, et il ne s'intéresse pas simplement à l'histoire des États-Unis, il s'intéresse à un pan non blanc de l'histoire des États-Unis. Bon, alors j'y reviendrai, mais c'est quand même une chose assez étonnante, parce que Scorsese, je dirais que d'une certaine manière, même la grande force de Scorsese, c'est d'avoir assumé, pendant longtemps, d'être vraiment un cinéaste petit blanc. Le cinéaste italo-américain, on pourrait même dire le cinéaste italo-américain, du ressentiment de la population blanche face aux dangers que représentent des populations non blanches. C'est une des histoires, sinon l'histoire que raconte Taxi Driver, quand même. C'est un chauffeur de taxi qui est persuadé que New York est passé aux mains enfin, on va dire que c'est un précurseur du grand remplacement, pour dire les choses, la théorie du grand remplacement, pour dire les choses un peu rapidement. Il est persuadé que New York est de passer aux mains des bicots, enfin voilà, des nègres, enfin, dans son vocabulaire à lui. Bon. Donc ça, c'est quand même une chose très intéressante. Comment ce cinéaste qui a, je pense, le mieux laisser s'exprimer l'ambition, l'arrivisme, mais aussi le ressentiment du petit blanc, aujourd'hui essaie de faire autre chose. Premier point, y parvient-il? Pour moi, la réponse est
n'est pas simple. Je note au passage, juste pour pas l'oublier, que dans Taxi Driver, film que tout le monde, je pense, connaît, un des épisodes du délire de Travis Bickle, le chauffeur de taxi interprété par Robert De Niro, c'est qu'à un moment, il adopte une coiffure iroquois. Donc à un moment, il se fantasme en indien. Hein. Évidemment, il y a toujours cette idée qui est à la base du racisme, qu'en fait, la vraie minorité, c'est nous. Hein. La vraie minorité opprimée, c'est la population blanche. Donc il faut à un moment exprimer c'est nous les opprimés. Hein. Bon, voilà. Scorsese a donné voix à ce discours qui aujourd'hui, à la fois est un discours qu'on entend beaucoup, mais on est plutôt dans une vague où culturellement ce discours est combattu, ce qui est vraiment une très bonne chose. Heureusement que la majorité blanche ne peut plus dire si facilement c'est nous qui souffrons, c'est nous qui sommes opprimés, bien sûr. Mais Scorsese a fait le cinéma de ce délire et de cette paranoïa là. Il a assumé de le faire. C'est quand même une chose qui pourrait être retenue contre lui, mais je pense que c'est un préambule important de dire que sa force a toujours été là. De dire moi je suis le petit Italo-américain nerveux. Je ne projette pas la virilité que je fantasme chez d'autres, éventuellement chez les Noirs, mais je suis à cette place-là. Bon. Là, il fait un film où il dit peut-être pour la première fois, non, c'est pas ça que je vais filmer, je vais essayer de filmer justement le destin douloureux de populations non blanches. Et puis l'autre chose, j'allais dire qui va avec, non, ça ne va pas forcément avec, c'est de donner sa place peut-être pour la première fois, pas pour la première fois, mais enfin, essayer d'avoir un vrai personnage féminin. En l'occurrence, c'est le personnage de Molly, interprété par Lily Gladstone, qui est une actrice assez extraordinaire, qu'on avait aperçue dans 2 films de Kelly Reichardt, qui est d'origine indienne, et qui ici interprète une des Osages, enfin, qui va devenir l'épouse, et plus que l'épouse, qui va devenir le grand amour du personnage interprété par Leonardo DiCaprio et Ernest Burkhardt. Bon, Scorsese, on le sait très bien, c'est pas quelqu'un qui s'est particulièrement illustré dans sa capacité à faire des personnages féminins forts. Ces personnages féminins, en général, ne sont pas forts et sont vus uniquement dans le on va dire, dans le fantasme ou dans le délire de ces personnages masculins. C'est le cas encore de Taxi Driver, où le personnage interprété par Sybil Shepherd, qui s'occupe de la campagne électorale du type que joue Albert Brooks, c'est une projection, c'est une projection. De même, et encore plus peut-être la prostituée interprétée par Jodie Foster, en fait, De Niro voit 2 figures angéliques qui surnagent au-dessus de cette espèce de cloaque qui est devenue pour lui New York, mais bon, c'est pas vraiment des personnages, quoi. Bon. Je veux pas répondre trop vite, mais ce que je trouve déjà intéressant de noter, parce que c'est quand même pas rien, Scorsese, il a 80 ans, il a fait une 40aine de films. Ici, il se propose un double changement de perspective par rapport à ce qu'a longtemps été la perspective de son cinéma, c'est-à-dire un cinéma masculin et blanc. Alors, on peut dire d'une certaine manière que lorsque le cinéma est blanc, il est souvent masculin, et lorsqu'il est masculin, il est souvent blanc, mais enfin, on peut faire quand même une distinction entre les deux. Donc, je trouve ça tout à fait passionnant. Et le film, qui dure 3h26, t'as dit, il est long, qui est... je dirais que non seulement il dure 3h26, mais en plus, Scorsese a souvent fait des films longs. The Irishman, film qu'il a fait juste avant, était aussi long, était même plus long encore. Film qu'il avait fait pour Netflix, il n'avait pas connu de sortie salle. Celui-ci est produit par Apple, mais connaît une sortie salle. Non seulement ce film est long, mais en plus, Casino était long, oui, le New York était long aussi, le Loup de Wall Street était long aussi, mais là, la longueur ne va pas de pair avec, disons, la logique scorsésienne habituelle, qui est celle de l'emballement, où plus les choses avancent et plus le personnage est pris dans son délire de puissance et son délire de réussite, et les choses progressivement dégénèrent. Là, les choses ne dégénèrent pas. Elles ne vont pas vers le mieux, mais elles ne dégénèrent pas en termes de rythme. C'est une chose peut-être qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un film qui est lent. C'est un film qui se veut lent. Et je crois que, alors que Scorsese est quelqu'un qui, dans l'histoire du cinéma, je pense, vraiment, on peut le créditer d'avoir été l'introducteur d'une nouvelle vitesse. Avec la musique, avec le montage, avec le fait qu'il c'est en plus un cinéaste extrêmement intéressé par la technique, les possibilités techniques, donc des nouvelles manières d'enchaîner les plans, des nouveaux fondus, des mouvements d'appareil toujours plus rapides les uns que les autres. Ici, il y a très peu de moments comme ça. Il y en a quelques-uns, quelques accélérations, pas toujours à bon escient ou pas toujours justifiées, en tout cas narrativement,
À un moment, ils emmènent le personnage de Lily Gladstone à l'hôpital pour se faire soigner, et tout à coup, on a l'impression que c'est une grande scène d'action. Voilà, il y a des petites accélérations, on a l'impression que Scorsese renoue avec son ancien rythme, mais enfin, il a voulu faire un film posé. Voilà. Ce qui n'est pas inintéressant, si on considère aussi ce qu'a été son œuvre récente, où il a été assez récemment, il lui est arrivé d'être rattrapé, si je puis dire, par son démon de la vitesse, qui est Le Loup de Wall Street, est une espèce de film comme ça, survitaminé. Je crois que je préfère, si on prend le Scorsese actuel, je préfère ce Scorsese-là, plus lent, que le Scorsese survitaminé, qui chercherait, disons, à se redonner une jeunesse que par la force des choses il n'a pas, et c'est pas du tout un reproche. On sait très bien en plus que dans le cinéma, la cinéphilie a toujours été particulièrement admirative des grands chefs-d'œuvre des cinéastes, des vieux cinéastes, Dreyer, Ford et d'autres. Donc c'est pas du tout un reproche. Voilà, peut-être un peu pour planter le décor. En tout cas, c'est vrai que le film se présente plus comme une fresque historique finalement, où il s'intéresse non pas vraiment à cette période de l'histoire, mais plutôt à cet endroit des États-Unis qui a été, cela a été démontré être un des endroits les plus riches finalement des États-Unis, mais initialement c'est là où on avait parqué d'une certaine manière les personnes qu'on ne voulait pas qu'elles se développent, en tout cas économiquement beaucoup. Moi je pense que ce rythme qu'il a adopté cette fois-ci, en combinaison avec cette longueur, nous aide à mieux cerner cette partie historique. Moi je trouve que c'est un film très scorsésien, dans le sens où c'est très dense, c'est toujours très riche, et je n'attends pas de Scorsese autre chose que ça, d'une certaine manière. Ça aurait été presque un reproche qu'il change de discours. Il change de rythme, ça c'est vrai, mais ça reste un film où il y a de quoi voir, il y a des personnages qui nous inspirent, on a envie vraiment de le découvrir davantage. Je ne dis pas qu'il arrive à faire ça tout le temps. C'est vrai qu'à force d'ajouter des personnages, parfois on est un peu perdu là-dedans. Mais là où moi je trouve que le film il est très très réussi et fort à mon regard à moi, c'est qu'il m'a parlé d'une histoire comme si quelqu'un m'a raconté vraiment une histoire. Et Scorsese, il est très très fort pour ça, je trouve. Alors, ce qui me semble pas tout à fait réussi dans le film, c'est que je pense que Scorsese, en fait, il essaye de faire deux films, d'une certaine façon. Il fait le film qu'il sait faire, et qui correspond à sa sensibilité, qui correspond à sa propre provenance historique, avec laquelle il ne peut pas tricher, et tant mieux. C'est le film de gangsters blancs. Il a toujours fait des films où on était avec les gangsters. Et la force de Scorsese, c'était d'assumer cette fascination pour l'arrivisme mafieux du petit blanc jusqu'à un certain point. Bon, un point de complaisance peut-être, mais de ne pas tricher avec la fascination qu'il a pour ce milieu-là. Donc, d'un côté, Killers of the Flower Moon est un film de plus où on a, à la place de, par exemple, Ray Liotta et De Niro dans Les Affranchis, on a un couple relativement similaire, qui est celui formé en l'occurrence par DiCaprio et le même De Niro, donc dans Killers of the Flower Moon. Bon. Mais il voudrait aussi faire le film qui soit de l'autre côté, qui soit du côté des Indiens. Film qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Et c'est très difficile de faire les deux films à la fois. Et à plusieurs reprises dans le film, on voit bien comment est-ce qu'il passe d'un film à l'autre. Et j'ai presque envie de dire, on aurait aimé qu'il choisisse. On aurait aimé qu'il soit à sa place à lui, qui est encore une fois à sa place de blanc, et qu'il en assume, je dirais, les contradictions, la violence, l'injustice. Peut-être on aurait aimé ça. Je trouve que cette hésitation, elle se traduit de plusieurs manières. Elle se traduit notamment dans la façon dont il filme les meurtres. Sans avoir vu le film, et a fortiori bien sûr si on l'a vu, on sait que la communauté Osage, à côté de laquelle vivent ces deux personnages masculins, qui est une sorte de grand chef joué par De Niro, qui s'appelle William Hale, et puis son neveu Ernest Burkhardt qui rentre de la guerre joué par DiCaprio. Et puis ces Osages sont devenus richissimes, tu l'as un peu dit, grâce au pétrole. Et puis ils sont tués un peu les uns après les autres, pas tous, mais enfin un certain nombre sont tués les uns après les autres, parce que c'est une manière pour les Blancs de s'approprier leur richesse. Les dividendes qu'ils doivent toucher de cette manne qui est le pétrole. Et Scorsese, qui est quand même quelqu'un qui a totalement renouvelé le traitement de la violence au cinéma, on sent qu'il n'est pas très à l'aise avec ces meurtres-là.
On sent que il ne veut pas que ses meurtres soient trop spectaculaires, parce qu'il ne veut évidemment pas être soupçonné de complaisance à cet endroit-là. Donc ça rend ces scènes de meurtre un peu étranges, et par moments même, certaines scènes de meurtre sont filmées 2 ou 3 fois, comme s'il avait une sorte de repentir et qu'il se disait, tiens, il faut que je le remontre. Il y a notamment un personnage qui est Anna Brand, une des sœurs de Molly, dont on doit voir le moment de sa mort est découpé en 3 ou 4 moments. Une première fois, on découvre son cadavre. Ensuite, il y a le type qui l'a tué qui le raconte. Et puis ensuite, on voit le meurtre. Et puis ensuite, je crois même qu'on revoit encore quelque chose. De la part de Scorsese, il y a quelque chose, on va dire, de courageux et d'inattendu à vouloir changer son point de vue. Encore une fois, à vouloir, pour la première fois, raconter une histoire qui est une histoire non blanche. Ça, c'est inattendu et je dirais que c'est tout à son honneur. Il faut pas non plus, pour le dire comme ça, se cacher derrière son petit doigt. Dans le contexte actuel, c'est relativement convenu. Je dirais que de dire, une fois de plus, je vais raconter un épisode, je vais participer moi aussi à ce que bêtement on appelle la déconstruction des figures historiques. Moi aussi, je vais vous montrer un épisode que vous ne connaissez pas. Moi aussi, je vais déboulonner les statues. Dans le contexte actuel, il est loin d'être le seul à le faire. Bon, donc il faut pas non plus lui prêter, cette audace ne lui est pas propre. Simplement, je pense que Scorsese, historiquement, ne peut pas produire autre chose que son génie. C'est vraiment de la description de l'affect, je dirais arriviste, ressentimental du blanc qui veut réussir. Et sa vision du monde, c'est celle-là. Et c'est encore la vision du monde de ce film. C'est quelqu'un qui dit à 3 ou 4 reprises « j'aime l'argent ». Alors moi, c'est une vision du monde que je trouve un peu courte, parce qu'elle a toujours divisé le monde en ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Avec l'idée que ceux qui réussissent finissent dans le désastre, finissent dans la paranoïa, finissent dans la drogue, finissent dans l'excès, mais ceux qui réussissent pas sont des ploucs. Bon, c'est vraiment la vision de Scorsese, c'est vraiment une vision un peu étroite des choses. Mais je crois pas que Scorsese puisse sortir de cette vision. Et en tout cas, ce film ne me convainc pas qu'il en sorte, qu'il parvienne à en sortir. Mais je ne le retiens pas contre lui. Je pense que c'est peut-être ce que je dis est peut-être un tout petit peu à contre-courant, mais je pense que la force d'un cinéaste, c'est aussi d'être capable d'exprimer avec toutes ces impasses son point de vue à lui, son point de vue affectif, historique, familial, et de pas chercher à se mettre forcément à une place qui n'est pas la sienne. Alors, je prends deux exemples. Le personnage de Lily Gladstone, elle est fabuleuse. Elle a une voix absolument magnifique. Elle a beaucoup d'autorité. Elle a plus que d'autorité, elle a de la majesté. Mais c'est un personnage à qui il n'arrive pas grand-chose et qui n'entre pas dans la danse du film. Elle est toujours un peu à la même place. Elle fait toujours un peu la même chose. Le film n'arrive pas à la faire entrer, disons. Alors hier, dans la discussion à Eldorado, j'ai dit passive et ça a été repris par des spectateurs, peut-être à juste titre. Je parle d'une passivité de personnage, je parle pas d'une passivité, disons, historique, parce que cette passivité historique, elle lui est imposée, évidemment. Donc je peux pas la lui reprocher. Mais c'est pas la même chose. Le personnage aurait pu être différent. Autre aspect que je trouve à la fois réellement passionnant et en même temps qui résume, je trouve, pour moi, cette tendance qu'a Scorsese de vouloir faire un film qui fait trop de choses à la fois et qui veut être à trop d'endroits à la fois, et qui veut être à la fois le film, le commentaire du film, l'analyse du film, voilà. Qui est quand même un peu lassant avec Scorsese, même si d'autres le font, on a l'impression que on voit la scène, et puis on voit le commentaire de la scène, et puis on voit l'anticipation de la scène, puis le retour sur la scène, puis bon. Il y a un défaut de premier degré, je pense. Mais c'est peut-être une question qu'on peut poser plus généralement au cinéma aujourd'hui, un cinéma ambitieux. Je trouve que le film porte trop de choses. Voilà, le film veut trop porter. Ce qui est pas c'est un reproche, mais j'espère pas simplement. Je vais dire quelques mots de la fin du film. Mais la fin est très étonnante parce que tout à coup, on quitte l'Oklahoma, on quitte ce cadre historique et on est transporté dans un théâtre, enfin un endroit où on enregistre, alors pas comme ici. Là-bas, c'est beaucoup plus d'accessoires, comme une sorte de jeu radiophonique où la suite de l'histoire, la suite posthume de l'histoire est racontée. Que sont devenus les uns et les autres. Et puis c'est très drôle parce on voit des types qui se succèdent au micro, et puis on voit des gens qui font des bruits de voiture, des bruits de verre, des bruits de machin, voilà. Donc moi quand je vois arriver ça, je me dis ok, ce que Scorsese essaye de nous dire, c'est que au fond, il a fait un film anti-hollywoodien, c'est-à-dire il a fait un film qui raconte une histoire telle qu'Hollywood ne la racontait pas pendant longtemps, mais quand même, il voudrait nous dire qu'il a bien conscience que tout ça s'inscrit quand même dans une logique spectaculaire, dans une logique de The Show Must Go On. Donc il veut nous dire qu'il n'est pas totalement dupe et que certes, il a
Il tient un discours, on va dire, extrêmement progressiste. Donc on se dit, ok, bon, très bien. Ça me fait un peu penser à la fin du Loup de Wall Street, où le personnage de DiCaprio est en prison, je crois. Enfin, oui, ou je sais pas quoi. Enfin, il est vraiment redescendu très très bas, mais on voit qu'il va reprendre son truc parce qu'il est encore en train de faire son baratin, quoi. Il y a un peu l'idée, allez, on remet une pièce dans la machine, mais c'est aussi une manière de dire qu'on sait qu'on est du côté du spectacle, quoi. Voilà. Ce que j'aime bien. Il assume. Mais tout à coup apparaît Scorsese lui-même. Il lit l'article qui est paru dans la presse à la mort de Molly. Voilà. Et il est très ému. D'ailleurs, on a presque l'impression qu'il a versé une larme. Il est en train de verser une larme. Sa voix est assez fébrile. Et il termine en disant que à son enterrement, il y a eu donc ce petit article qui est paru. Elle est morte en 1937, donc peut-être une quinzaine d'années après les faits, et que dans les articles qui ont paru à sa mort, il n'a fait aucune mention des meurtres. Voilà. Moi, je dois dire que je suis très embarrassé par cette intervention de Scorsese. Il nous dit aucune mention des meurtres, donc c'est quand même un peu une manière de dire aux spectateurs, vous avez vu, moi je viens de faire le film. Je viens de faire le film qui, justement, lève ce silence. Donc, je trouve que c'est quand même un petit peu une manière de s'auto-congratuler que je trouve pas, qui manque un peu de modestie ou qui traduit un embarras, parce que c'est pas la question d'avoir de l'orgueil ou pas, mais qui traduit quelque chose que je trouve que le film, par ailleurs, et c'est ce qui le rend, à mon sens, plus passionnant que plein des films récents de Scorsese, c'est un film qui est embarrassé en plein d'endroits. C'est un film dans lequel on voit plein d'incertitudes de la part de Scorsese. Et ça, c'est quand même assez beau. Et je trouve ce moment-là, pour moi, traduit une forme d'incertitude. Et puis, on dit, mais alors, je comprends pas, presque bêtement, j'ai envie de dire, je comprends pas, parce qu'il y a quelques minutes, c'était une sorte de commentaire ironique, et en même temps, je dirais presque sincère, sur la logique du spectacle. Mais là, on est complètement sorti de la logique du spectacle, puisqu'il intervient quasiment en son nom propre, pour rendre hommage à son personnage. Alors, c'est beau, hein, un cinéaste qui a suffisamment aimé un personnage pour accepter de paraître dans le cadre et de lui rendre hommage. Mais en même temps, j'ai parfois envie de dire, il faut choisir. Et d'ailleurs, il choisit décidément pas, puisque ça n'est pas tout à fait la fin du film. Et que la fin du film, là, je pense qu'on peut parler tranquillement, parce que c'est pas une révélation en termes narratifs, c'est une danse rituelle des Indiens filmée de très haut. Oui. Voilà. Et puis ensuite, le titre apparaît en langue indienne, je pense, et puis il apparaît en anglais. Donc, oui, il a voulu faire un film de deux points de vue à la fois. Je crois que c'est ce qu'il a voulu faire. Et je suis pas sûr qu'il lui soit parvenu. Et peut-être que là, ce qui exprime le mieux cette difficulté, mais là je dis quelque chose, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais c'est quand même une chose qui m'est apparue tout au long du film. Ces meurtres qui sont commis au sein de la communauté Osage, pour le spectateur, les coupables de ces meurtres, c'est une question qui ne fait absolument jamais mystère. On le sait depuis le début qui est responsable des meurtres. Et comme souvent chez Scorsese, en plus, les gens qui se rendent coupables de ces meurtres sont pas forcément des lumières, pas des génies, donc il leur arrive de commettre des maladresses. Il y a un peu de ce grotesque scorsésien que moi j'aime beaucoup dans le fait que les mecs sont parfois un peu des pieds nickelés, quoi. Et ce sont des gens, ce sont des gens qui sont extérieurs à la communauté Osage, mais qui vivent en bonne intelligence apparente avec eux et très près d'eux. Et pendant tout le film, je me suis dit, mais comment se fait-il que ces Osages n'aient pas compris qui commet les meurtres? Alors, c'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît, parce que d'une certaine manière, on comprend bien qu'ils le savent depuis le début, mais qu'ils n'ont pas les moyens de dénoncer leur bourreau. Mais en même temps, je dirais que d'un point de vue narratif, on a envie de dire, mais c'est assez étrange, parce que, je sais pas si tu es d'accord, c'est assez étrange, parce que c'est clair tout de suite. Il n'y a pas d'énigme. Moi, c'est plutôt le personnage justement de Molly, interprété par Lily Gladstone, qui incarne finalement toute cette population-là qui n'ose pas voir les choses, ou qui n'ose pas réagir, ou vraiment qui n'est pas au courant. Et moi, je pense qu'il n'est vraiment pas au courant dans la narration du film, et que nous sommes tous finalement complices de ce qui est en train de se passer. Et le personnage de Molly suit un peu les choses, comme tu l'as dit, d'une manière passive, parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement. Elle a hérité quelque chose, ça lui est tombé dessus, on va dire, et elle sent que les Blancs veulent
lui récupérer ça, mais elle ne sait pas qui, comment, elle ne les conçoit peut-être pas forcément. Et moi, c'est plutôt son personnage à elle qui m'intéresse dans le film, qui incarne justement cette passivité que tu décris, ou en tout cas cette non-action face à quelque chose qui paraît assez évident. Oui, c'est vrai que le film, si on s'intéresse à elle, qui est un personnage assez souvent silencieux, qui parle, en plus elle a une très belle voix, puis elle est introduite d'abord par sa voix off, parce que c'est elle qui décrit d'abord les premiers meurtres, et surtout le fait que les morts n'ont donné lieu à aucune enquête. C'est comme ça qu'elle est introduite. Et elle, comment dire, effectivement, pendant tout un temps, elle est couchée parce qu'elle est malade. On la rend malade aussi. On la rend malade, on fait semblant de la soigner pour en fait l'empoisonner. Donc elle-même, elle vit, elle a des visions un peu mystiques, donc elle vit les choses comme un mauvais rêve. Bon, d'accord. Il y a quelque chose d'hallucinatoire un peu dans le film. Ces meurtres qui sont commis, je dirais pour moi, tellement au vu et au su de tout le monde, qu'on se demande parfois s'ils arrivent vraiment, quoi. C'est par exemple la maison d'à côté qui explose et parfois c'est tellement gros qu'on se dit mais comment il est possible que ça passe, quoi. Donc peut-être que tout ça est dans une dimension un peu hallucinatoire, mais même si le film essaye d'être de son point de vue à elle, même si le film commence du côté des Indiens, se termine du côté des Indiens, elle s'inscrit pas, encore une fois, je trouve qu'elle s'inscrit pas dans la logique du film. Et comme par ailleurs Scorsese ne veut pas, et il a raison, ne veut pas faire Les Affranchis 2 ou Casino 2 parce qu'on est dans un autre cadre historique, dans un autre cadre culturel, un autre cadre politique, j'ai parfois le sentiment d'un film qui est un peu nulle part, qui produit énormément de matière, des fausses archives, un défilé absolument, un défilé de gueules, de shérifs, de notables, de tueurs qui ont tous. C'est un film entre autres, vraiment pas sur la peau, mais oui sur le cuir. C'est vraiment un film sur l'évolution de DiCaprio, elle est intéressante. Pour ça, on en parlait un peu à Eldorado, parce que c'est un acteur, je trouve, qui vieillit pas, mais dont le cuir s'épaissit, quoi. Donc c'est vraiment le cuir. Il y a un souci d'authenticité historique, d'authenticité dans les costumes, dans la recréation historique, donc, qui est très prononcé. Donc le film ne cesse d'une certaine façon de nous convaincre de son exactitude et de la force de son incarnation historique. Et en même temps, il est, je sais pas, parfois, moi j'ai eu l'impression d'un truc qui filait un peu entre les doigts. C'est très paradoxal et de ce point de vue-là, ou peut-être c'est une remarque un peu différente, mais on n'en a pas parlé, mais c'est la première fois, enfin c'est pas la première fois, parce que DiCaprio et De Niro en fait ont déjà travaillé ensemble. En vérité, c'est De Niro qui a découvert DiCaprio dans un film qu'il a réalisé lui-même. J'ai oublié le titre, mais c'est d'ailleurs De Niro qui a recommandé DiCaprio auprès de Scorsese, alors que DiCaprio avait une douzaine d'années. Et Scorsese dit toujours que De Niro n'est pas du tout le genre à vouloir donner des conseils, à intervenir, mais que là, il avait dit à Scorsese, ce gamin-là, tu devrais peut-être t'intéresser à lui. Bon. Mais en tout cas, c'est la première fois chez Scorsese qu'ils jouent ensemble. Et donc là, il y a la rencontre entre les deux, DiCaprio et De Niro. La rencontre, c'est la rencontre entre les deux moments de l'œuvre de Scorsese. Le premier moment où il faisait quasiment tous ses films avec De Niro, et où à chaque fois il s'agissait d'inventer une nouvelle manière, je dirais, de le crucifier, quoi. Puis ensuite, le moment où il a fait le film avec DiCaprio, où justement, il m'est toujours apparu que l'intérêt de DiCaprio pour Scorsese, c'est qu'il était incrucifiable parce que c'est un acteur qui pendant longtemps a gardé une telle juvénilité que les stigmates ne prenaient pas sur lui. Et je pense que pour Scorsese, ça a été très excitant, cette idée qu'il pouvait pas lui faire, il voulait lui faire subir le même sort qu'à De Niro, mais ça ne prenait pas, ça n'imprimait pas sur DiCaprio. Après, aujourd'hui, c'est différent. DiCaprio, il va avoir une 50aine d'années et De Niro, il a 80 ans. Bon. J'ai entendu des commentaires assez sévères sur leur jeu d'acteur. C'est vrai que je trouve que cette réunion, elle tient pas vraiment ses promesses, quoi. Parce que, d'abord, je pense que, pour faire un petit commentaire sur je pense que De Niro ne prend plus le plaisir à jouer, à mon avis. Je trouve qu'on ne sent pas il n'est plus habité du tout. DiCaprio, c'est autre chose. Mais je vais me répéter, ce qui ne fonctionne pas là-dedans, c'est que Scorsese, tout est très solennel dans le film.
Alors, bien sûr, il y a des gags, il y a des choses un peu drôles, un peu sardoniques, des ratés, un type qui doit tuer quelqu'un en tirant devant, mais qui tire derrière. Il y a toute cette espèce de carnaval scorsésien en mineur, mais qu'il n'ose pas assumer totalement, parce que il voit bien que le sujet ne s'y prête pas. Mais il se retient beaucoup dans le film, parce qu'il n'est pas à l'aise, quoi, il se retient. On pourrait dire que les deux acteurs se retiennent pas beaucoup, parce qu'ils sont très caricaturaux, mais en même temps, oui, ils sont quand même retenus, même dans leur grimace, cette espèce de manière de faire beaucoup de grimaces pour intérioriser beaucoup aussi. Oui, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas libéré dans le film, d'une certaine manière. Je ne sais pas, c'est une interrogation maintenant que je me pose. Est-ce que ce n'est pas aussi un souci de rester le plus fidèle possible à l'adaptation du livre, peut-être comme ce n'est pas un scénario, on va dire, qui est directement de Scorsese. Est-ce qu'il n'est pas... Je ne sais pas, je n'ai rien lu sur ce sujet, mais non, moi non maintenant que tu plus. en parles... Alors, il s'agit du livre de David Gran, Tout qui est à fait. quelqu'un qui est en train de... Comment dire, qui intéresse de plus en plus le cinéma. C'était la première fois, c'est James Gray qui l'a adapté pour The Lost City of Z. Maintenant, c'est Scorsese. Et Scorsese, qui a toujours 14 projets en cours, veut adapter son prochain livre, enfin un autre de ses livres qui s'appelle Les Naufragés du Wagner. Je crois qu'en fait, j'ai pas lu le livre, mais j'ai lu 2-3 trucs. Je crois qu'en fait, il a procédé à pas mal de changements. Notamment, dans le livre, le personnage principal, c'était l'enquêteur du FBI. Et là, il a modifié l'équipe. Et d'ailleurs, DiCaprio devait interpréter d'abord l'enquêteur du FBI, jusqu'à ce que Scorsese s'aperçoive que c'était pas la chose qu'il avait envie de faire, c'était autre chose. Donc, cet enquêteur est toujours là, mais il arrive après 2 heures de film. Il est interprété par Jesse Plemons, un acteur que je trouve très, très intéressant. Et donc, DiCaprio, le personnage d'Ernest, dans le livre, d'après ce que j'ai lu, avait beaucoup moins d'importance. Oui, peut-être que ça tient aussi à l'adaptation. Il y a un allongement aujourd'hui qui est évidemment pas dû à la seule ambition démesurée de certains cinéastes. Il y a un allongement des durées qui est considérable. Je pense qu'aujourd'hui, tout film à caractère un peu dramatique dépasse allègrement les 2h10, 2h15, 2h20. Bon. Ça donne pas forcément des mauvaises choses, hein. Enfin, quand même, ça met tout de suite dans une espèce de lourdeur, quand même. Chez Scorsese, il y a aussi une augmentation des budgets. Je pense que c'est un film qui a coûté extrêmement cher. Je pense aussi, enfin, il me semble aussi plutôt que c'est un film qui n'a pas de producteur. On sent que Scorsese fait vraiment ce qu'il veut. Je pense qu'Apple, évidemment, je ne suis pas dans les secrets des dieux, ni d'Apple, ni de Netflix, mais je pense qu'Apple et Netflix, ils produisent Scorsese pour une pure raison de prestige. Donc, ils ont des milliards à dépenser, ils se payent Scorsese, et que Scorsese, sans doute, n'a pas d'interlocuteur. Et quand on voit le film, on se dit, ça aurait été pas mal qu'il ait un interlocuteur qui lui dise, peut-être là, tu dois couper, peut-être là, tu dois faire autre chose. Ouais. Je pense, mais voilà. Que c'est un peu le sentiment que j'ai eu aussi en voyant Oppenheimer, c'est de Christopher Nolan, c'est qu'on sent que c'est des gens à qui on fait une sorte de chèque en blanc, et qui peut-être, quand ils font des films, se disent ouais, ça va faire 3 heures, et c'est un peu moi qui vais sauver le cinéma, quoi. Voilà. Qui objectivement, en salle, se porte, disons, très très mal. L'industrie, hein, je parle pas des salles comme l'Eldorado, hier il y avait du monde, c'était formidable, mais l'industrie du cinéma, l'industrie des salles, tout ça, les salles se portent pas bien. Donc là, le film est très, très... Par exemple, il produit ses propres archives. Alors c'est vachement bien, enfin c'est vachement bien. Bon, je trouve qu'il abuse un peu avec ça, il le fait un peu souvent. On a presque envie de se dire... Ouais. Enfin, à un moment, je me disais, mais ok, c'est un film sur l'histoire, quand même, beaucoup. Pourquoi pas avoir recours à des vraies images d'archives ? Pourquoi vouloir que tout soit assumé par le film lui-même ? Tout doit être dans le film. Des images d'archives qu'on fabrique au cinéaste lui-même. Bon, on se dit, tiens, est-ce que ce serait pas bien d'en laisser un peu à l'extérieur ? C'est-à-dire d'en laisser un peu pour nous, quoi, pour le spectateur. Ça fait partie des questions que je me suis posées en voyant le film. Il est évident, pour plein de raisons qui tiennent à son statut, au fait que Scorsese est devenu un peu le conservateur du cinéma mondial, avec beaucoup de talent, avec une érudition géniale,
Il défend le cinéma, il écrit des articles, il fait des préfaces, il fait des bonus DVD, il édite des livres, il est partout, il restaure, mais c'est formidable. Bon. Il a 80 ans, je lui souhaite évidemment de continuer à faire des films. Je pense pas que il ne refera plus un film qui fait moins de 2 heures et qui sera tiré comme une flèche. Et je trouve que c'est quand même un peu triste. Mais peut-être que évidemment, ça ne tient évidemment pas qu'à lui, quoi. Voilà. J'ai le sentiment, pour prendre un cinéaste que j'aime énormément, qui fait aussi des films longs, qui est Tarantino, j'ai le sentiment, mais le film de Tarantino, son prochain, est repoussé à cause de la grève. J'avais le sentiment que The Movie Critic, qui est donc le film que veut faire Tarantino comme étant son dernier film, que lui va essayer au contraire de terminer par un truc rapide, voilà. Et que sa grande œuvre, il l'a faite juste avant, qui est Once Upon a Time in Hollywood. Et j'aime bien cette idée. Et c'est un privilège des cinéastes, qui aujourd'hui, je pense, quasiment plus personne ne peut se payer. Ça a toujours été un privilège dans l'histoire du cinéma que d'alterner les films chers, les films pas chers, les films réussis, les films ratés, les films en jeu, les films sans enjeu. Et là, je pense que Scorsese, il est par la force des choses, il ne peut pas faire de film qui ne soit pas de Scorsese. qui ne soit pas de Scorsese, qui soit pas un mastodonte. Exactement. Et c'est un peu un problème quand même. Voilà. Peut-être juste pour revenir au tout début à ce que tu disais, certes, ça reste un film grand, un film riche, mais c'est le rythme qui a changé. C'est peut-être là, justement, où il essaye de nous dire que quelque chose est en train de s'opérer chez lui. On verra bien. Oui, le rythme, il a changé. Et aussi, il change parce que et je trouve que ça donne des résultats inégaux, mais parfois, ça m'a assez, presque, j'allais dire, hypnotisé. Parce que le film n'a pas d'enjeu narratif... il n'a pas de résolution narrative. C'est la description d'un fait, d'un massacre. Enfin, massacre, le mot est un peu rapide. Donc, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de coup. Enfin, il y a un coupable, mais ça ne s'arrête pas lorsque le coupable est trouvé. Déjà, comme je l'ai dit, on le sait dès le début. Et puis, il ne s'agit pas simplement de le mettre sous les verrous, puisque ça ne résout rien de le mettre sous les verrous. Donc, le film, narrativement, d'ailleurs, c'est intéressant aussi, parce qu'il fait 3h25, mais il avance, en fait, un peu comme une mini-série, c'est-à-dire qui juste décrit quelque chose. Et les quelques moments dont j'ai pas très bien parlé tout à l'heure, les quelques moments où il y a vraiment des scènes comme ça, où ils sont à table et où il va pas y avoir d'interruption, il va pas y avoir de flash, d'insert sur un autre événement, sur un truc. C'est assez beau, effectivement, et c'est quelque chose de nouveau chez lui, qui a toujours... chez Scorsese, la logique de Scorsese, c'est le pétage de plomb, ça va dégénérer. Là, ça dégénère pas. Parce que, comme le dit De Niro très tôt, ça a déjà commencé à dégénérer. Exactement. De Niro, tu as toujours tout un discours qui est évidemment horrible, mais qui est sa logique à lui sur le fait que ces ossages, de toute façon, c'est fini pour eux. Voilà. Donc c'est déjà en route. Et d'ailleurs, la violence n'est pas introduite dans le film. Elle a déjà commencé. Il y a pas de péché originel, si je puis dire. Il y a pas de premier meurtre qui entraînerait la suite. Les meurtres ont toujours déjà commencé. On entre dans l'histoire déjà. Oui. Puisque quand Molly prend la parole pour la première fois, c'est déjà pour décrire des morts dont personne n'a cherché à élucider. Donc effectivement, il y a un truc on va dire de pure description ou de fatalité ou d'histoire en marche, qui est une autre logique par rapport à la logique de l'emballement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De l'emballement et donc du pétage de plomb, disons, qui a toujours été celle de Scorsese et qui donnait souvent des choses à la fois très drôles, très cruelles et enfin, en tout cas, qui ont marqué. Merci Emmanuel. Merci à toi, Costis. C'était le podcast Spéculation, donc à Dijon. On se retrouve d'ici 3 semaines pour la suite. Merci. Merci. Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.